Je me suis présenté à la somptueuse fête de départ à la retraite de mon père, pour n'y entendre que des murmures, voilà la fille glaciale qui ne sait rien faire de bon. Puis ma belle-mère a ricané, sécurité, et expulsé cette femme inutile. Je suis parti en silence, j'ai transféré mes 17 millions de dollars dans un fonds fiduciaire. En quelques minutes, 56 appels manqués, et il était devant ma porte. La sécurité. Faites sortir cette femme inutile. Ma belle-mère a dit cela dans un micro, devant 200 invités, lors de la fête de départ à la retraite de mon père. Et mon père, debout à 3 pas de là, dans son smoking Tom Ford sur mesure, a regardé le sol, et n'a rien dit. Je suis sorti. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pleuré. Et, en l'espace de 47 minutes, j'ai annulé tous les comptes financés par la famille, j'ai transféré 17 millions de dollars dans une fiducie dont elle ignorait l'existence, et j'ai éteint mon téléphone. Quand je l'ai rallumé, il y avait 56 appels en absence, et toute ma famille se tenait devant ma porte. Mais ils n'étaient pas là pour s'excuser. Ils étaient là parce qu'un document légal, qu'ils n'avaient jamais vu, venait de faire s'effondrer 20 années de la planification minutieuse de ma belle-mère. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez sincèrement à cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Je m'appelle Laura Paxton. J'ai 34 ans, et voici la nuit où j'ai cessé d'être invisible. Maintenant, laissez-moi vous ramener 11 mois en arrière, au jour où j'ai reçu un email d'une femme morte. Mon père s'appelle Richard Paxton. Si vous avez conduit à travers la banlieue nord de la ville de New York, et remarqué l'un de ces parcs de bureaux en verre et en acier, qui semblent se multiplier chaque année, il y a de fortes chances que son nom figure sur les permis de construire. L'immobilier commercial. C'était son royaume. 35 ans à acheter des terrains, à construire des choses, et à serrer la main d'hommes, qui portaient des montres coûtant plus cher que les voitures de la plupart des gens. Il a annoncé sa retraite au printemps. J'ai eu 34 ans, et toute la ville a agi comme si un sénateur se retirait. Mais ce royaume avait des fondations, que la plupart des gens ne voyaient jamais. Ma mère, Catherine Aye, est morte quand j'avais 11 ans. Un cancer des ovaires. 8 mois entre le diagnostic et les funérailles, et puis, elle était partie, juste comme ça. Comme si quelqu'un avait soufflé une bougie, au beau milieu du dîner. Ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas l'hôpital, ni le silence qui a suivi. C'est la table de la cuisine. Ma mère, assise en face de moi, avec un rouleau de papier craft et un jeu de crayons à dessin, m'apprenant à tracer un plan de maison. Elle esquissait l'ossature d'un bâtiment, les murs porteurs, les solives, la géométrie cachée qui soutenait le tout, et elle disait, « Tu vois, Laura, toute belle chose commence par une structure. » Je ne savais pas, à l'époque, qu'elle était aussi architecte. Personne ne me l'a dit, ce détail a été enterré, en même temps que tout le reste de ce qui la concernait. 8 mois après les funérailles, mon père a épousé Diane Hartwell. Je me souviens du matin exact où il me l'a annoncé, parce que j'étais assise à cette même table de cuisine, en train de dessiner un plan de notre maison de mémoire, et il s'est assis en face de moi, pour dire, « Tu vas avoir une nouvelle maman, ma chérie. » J'avais 11 ans. Je ne savais pas comment dire, « Je n'en veux pas de nouvelles. » Alors, je n'ai rien dit. C'était la première fois que je choisissais le silence. Ce ne serait pas la dernière. Laissez-moi vous parler de Diane. Diane Paxton, née Hartwell, était le genre de femme, qui pouvait entrer dans une pièce, et la réarranger sans même déplacer un seul meuble. Elle le faisait avec le ton, avec le bon timing, avec ce talent particulier pour faire sonner chaque suggestion comme une gentillesse, et chaque ordre comme une question. Elle portait du tweed Chanel comme d'autres femmes portent du jean, avec désinvolture, constamment, comme si cela apparaissait simplement sur son corps chaque matin. Ses cheveux étaient toujours bruchés, toujours d'un blond miel, toujours exactement pareil. Je n'ai jamais vu, pas une seule fois, Diane Paxton avoir l'air prise au dépourvu. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Moins d'un an après le mariage, le plan de table de Thanksgiving a changé. Je suis passé de ma place à côté de mon père, à la petite table dans la véranda. Parce que tu es tellement plus à l'aise loin de la foule, n'est-ce pas, Laura? La 3e année, la carte de vœux de la famille pour Noël mettait en vedette Diane, mon père, et Meredith, la fille de Diane issue de son premier mariage, née 2 ans après moi. On m'a dit que le photographe n'avait plus le temps pour mes photos en solo.
La 5e année, ma chambre est devenue le studio de yoga de Diane. Mes affaires ont été mises en carton et déplacées dans la chambre d'amis. Tu vas bientôt partir pour l'université de toute façon, a-t-elle dit. Inutile de gaspiller de l'espace. Diane présentait Meredith aux gens comme « notre fille ». Elle me présentait comme la fille que Richard avait eue d'avant. D'avant, comme si j'étais un brouillon que mon père avait depuis révisé. Et le bracelet Love de Cartier à son poignet. En or 18 carats. Celui que mon père lui avait offert pour leur 10e anniversaire. J'ai appris plus tard qu'il avait été payé, avec l'argent de la fiducie familiale. Une fiducie construite, en partie, sur l'héritage de ma mère. Mais je ne le savais pas encore. Pas avant longtemps. Je suis devenu architecte en restauration. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, je ne vous en blâme pas. La plupart des gens ne le savent pas, y compris ma propre famille. Je restaure de vieux bâtiments. Pas le genre glamour. Pas les penthouse de Manhattan, ni les maisons de plage des Hamptons. Je travaille sur ce que tout le monde a oublié. Une bibliothèque Carnegie en ruine, dans la vallée de l'Hudson. Une caserne de pompiers du 19e siècle, dans les Catskills. Une école à Bécon, avec un toit effondré. Et 100 ans d'histoire dans ses murs. Je retire la pourriture, je trouve l'ossature d'origine, et je les ramène à la vie. C'est minutieux. C'est très physique. Certains jours, je suis couverte de poussière de plâtre, et je rampe dans les espaces sous les toits, avec une lampe de poche entre les dents. Je gagne 110 000 $ par an, ce qui est très bien pour vivre. Mais dans le monde des Paxton, où le contrat de sponsoring Instagram de Meredith valait 200 000 $ pour publier des photos de sac à main, ma carrière était une blague. À Noël dernier, lors du dîner de famille auquel j'étais invité à contre-cœur, Meredith a annoncé son dernier contrat de marque, tandis que Diane rayonnait. Quand la table s'est tournée vers moi, Diane a penché la tête, et a dit « Et Laura, as-tu trouvé quelque chose de plus stable, pour l'instant ?» Comme si j'avais cherché du travail, comme si l'architecture de restauration était une phase, comme une année sabbatique qui aurait duré une décennie. Mon père a regardé son assiette. Il regardait toujours son assiette. Ce soir-là, je suis rentré chez moi dans ma Subaru Outback, vieille de 7 ans, avec 300 000 km au compteur, entièrement payé. Le Mercedes GLC de Meredith était garé juste à côté, dans l'allée, quand je suis parti. Elle avait tapoté mon capot en entrant, et avait dit « Voiture mignonne. Trais-toi ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste conduit. C'est ce que j'avais toujours fait. Conduire, ravaler ma fierté, et conduire. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 6 semaines plus tôt, la Société de préservation historique m'avait décerné sa plus haute distinction pour le projet de la bibliothèque Carnegie. Je ne leur ai rien dit. J'avais arrêté d'offrir de bonnes nouvelles à des gens qui ne savaient que les rabaisser. Ce projet, pourtant, cette bibliothèque, allait tout changer. Je ne le savais juste pas encore. 11 mois avant la fête de départ à la retraite, j'étais agenouillé sur le sol de mon appartement à Brooklyn Heights, en train de trier une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. C'était la boîte de ma mère, un truc en carton cabossé, que j'avais transporté de la maison de Westchester, à ma chambre d'étudiante, jusqu'à mon premier appartement. Et enfin, ici, au 3e étage d'un brownstone sans ascenseur, avec des planchers qui grincent, et une belle lumière. À l'intérieur, le carnet en cuir de ma mère, quelques-uns de ses crayons à dessin, une photo d'elle, debout devant une maison à moitié construite, avec de la sueur dans les cheveux, et le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Et tout au fond, sous une pile de vieilles cartes d'anniversaire, une enveloppe scellée que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle était de couleur crème, en papier épais. Sur le devant, avec l'écriture de ma mère, cette écriture penchée et confiante que je reconnaîtrais n'importe où. Il était écrit, pour Laura, quand elle sera prête. Mes mains tremblaient, quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une simple feuille de son papier à en-tête personnelle. Et c'est la partie qui m'a coupé le souffle. L'en-tête disait, Catherine Aye. Aya. Aye Architecture and Préservation. Ma mère avait été architecte agréée. Elle avait eu son propre cabinet. Personne ne me l'avait jamais dit. Ni mon père, ni Diane, pas une seule personne, en 23 ans. Sous l'en-tête, de cette même écriture penchée, ma fille chérie, il y a des choses concernant l'argent de notre famille,
que j'ai besoin que tu comprennes quand tu seras en âge. J'ai pris des dispositions pour protéger ce qui t'appartient. Monsieur Aldridge a tout. Trouve-le. Glissé derrière la lettre, il y avait une carte de visite. Thomas Aldridge, avocat, fiducie et succession. Je suis resté assise sur le sol de mon appartement, pendant un long moment. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai cherché son nom. Thomas Aldridge avait 67 ans, et exerçait toujours. Son bureau était dans Midtown Manhattan, à 12 stations de métro de ma porte. J'ai rédigé un email, avec mon nom complet, et ces mots, ma mère était Catherine I. Paxton. Elle m'a laissé une lettre. Elle m'a dit de vous trouver. Il m'a répondu en 2 heures. L'objet disait, j'attendais cet email depuis 23 ans, mademoiselle Paxton. Il a dit qu'il avait un document que je devais voir. Il a dit que cela ne pouvait être discuté qu'en personne. Et il m'a demandé à quelle vitesse je pouvais venir. J'y suis allé le lendemain matin. Mais avant de vous parler de cette réunion, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos de mon père. Richard Paxton n'était pas un méchant. C'est ce qui rendait les choses tellement pires. Un méchant, on peut le détester proprement. Mon père était quelque chose de plus compliqué. Un homme qui m'aimait, mais qui manquait de courage pour le montrer, lorsque cela lui coûtait quoi que ce soit. J'ai un souvenir auquel je repense plus que tout autre. J'avais 14 ans. Mon père est venu me chercher à l'école un mardi. Sans aucune raison, il est juste apparu, et m'a conduite du côté ouest de la ville, où un magnifique vieux bâtiment en pierre était en train d'être démoli. Nous sommes restés assis dans la voiture, à regarder la boule de démolition se balancer. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il a dit, ta mère se serait battue, pour sauver ce bâtiment. Ce fut la dernière fois qu'il a mentionné son nom. Après cela, Catherine I. Paxton est devenue un fantôme dans sa propre maison. Ses photos ont disparu des couloirs. Ses livres ont été mis en carton. Son nom a été remplacé par celui de Diane dans chaque phrase, chaque tradition, chaque toast. Et mon père a laissé faire, un effacement après l'autre, parce que les larmes de Diane étaient plus bruyantes que mon silence. 3 semaines avant la fête de départ à la retraite, je l'ai appelé. Je voulais qu'on prenne un café, juste nous deux. Il a dit oui immédiatement, et pendant une demi-seconde, j'ai ressenti quelque chose de chaleureux, et d'inhabituel. Puis, mon téléphone a sonné 10 minutes plus tard. La voix de Diane. L'emploi du temps de ton père est très chargé en ce moment, Laura. Peut-être après la fête. Une semaine plus tard, l'invitation est arrivée. Sur du papier cartonné Crane & Company, avec des lettres en dorure à chaud, célébration de 35 ans d'excellence, Richard Paxton, organisé par Diane Paxton et Meredith Paxton. Mon nom était imprimé en tant que Laura Paxton Hartwell. Le nom de jeune fille de Diane, accolé au mien avec un trait d'union, comme une marque de fabrique. J'ai décidé que j'irais, mais d'abord, j'irai voir Thomas Aldridge. 3 semaines avant la fête, Diane a commencé à monter sa scène. J'ai remarqué le premier mouvement un lundi. J'avais envoyé un message sur la discussion de groupe de la famille, quelque chose de petit, demandant à quelle heure nous étions attendus sur le lieu de l'événement, et le message est resté là, distribué, mais sans réponse pendant 3 jours. Le jeudi, j'ai ouvert e-message, et j'ai réalisé que la conversation était morte. Pas de nouveaux messages, aucune activité du tout. J'ai envoyé un SMS à Meredith séparément. Le groupe de la famille est cassé? Elle m'a répondu 4 heures plus tard. Oh, maman en a fait un nouveau. Ça devait être un bug. Il n'y avait pas de bug. Il n'y a jamais de bug avec Diane. J'ai appelé la coordinatrice des événements à l'hôtel Whitmore, une femme nommée Janelle, qui s'occupait de la logistique de la fête. J'ai donné mon nom, et j'ai dit que je voulais confirmer ma présence. Il y a eu un long silence. Puis, je suis désolé, je n'ai pas de Paxton sur la liste des invités. Pourriez-vous être le plus de quelqu'un? J'ai senti le sol se dérober sous moi. Pas de la surprise, mais de la reconnaissance. J'avais déjà vu ce schéma. La lente précision mécanique, qui consiste à se faire effacer. Mais cette fois, la machine tournait plus vite. J'ai appelé Diane directement. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Elle le faisait toujours, parce que Diane ne voulait jamais donner l'impression qu'elle vous évitait. Laura,
quelle surprise. Je n'étais pas sûr que tu viendrais, vu la situation. Elle a laissé le silence s'installer. Une ellipse chargée de sens, impliquant une condition honteuse dont j'aurais déjà dû être au courant. Mais s'il te plaît, ne porte pas une de tes tenues de travail. C'est une soirée de gala. J'ai dit que je serais là. Elle a dit qu'elle demanderait à quelqu'un d'ajouter mon nom. Ce soir-là, j'ai vérifié la carte American Express Platinum que mon père avait ouverte pour moi, quand j'avais eu 18 ans. Une carte familiale liée à la fiducie, pour les urgences. Elle était toujours active. Et pour la première fois, j'ai regardé la structure du compte, et j'ai réalisé que chaque carte, chaque adhésion à un club, chaque avenant d'assurance dans la famille Paxton, était lié à la même fiducie, à la même réserve d'argent. Et je commençais à comprendre à qui appartenait réellement cet argent. 2 semaines avant la fête, j'ai conduit jusqu'à Westchester, pour remettre en avance son cadeau de retraite à mon père. Je voulais le voir sans le bruit, sans la représentation de théâtre, juste un père et sa fille. J'avais passé 3 mois à le restaurer, un dessin architectural original, de la toute première propriété commerciale que mon père avait achetée, en 1989. J'avais retrouvé le plan d'origine aux archives du comté, stabilisé le papier, et je l'avais réencadré avec du noyer de récupération. C'était, pensais-je, le genre de cadeau qui disait « Je vois qui tu étais, avant tout ça ». Mon père l'a ouvert dans le salon. Ses yeux se sont adoucis. Ses doigts ont plané au-dessus de la vitre. Pendant un instant, il était ailleurs. Quelque part avant Diane, avant les invitations dorées et le tweet Chanel. Laura, a-t-il commencé. Diane est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle a jeté un coup d'œil au dessin encadré, de la même manière qu'on regarde le dessin au doigt d'un enfant sur un réfrigérateur. C'est mignon, Laura, mais nous avons déjà les murs pleins. Meredith a commandé un portrait de ton père. Une huile sur toile, par un véritable artiste. Mon père a posé mon cadeau sur une table d'appoint. Il ne s'est pas battu pour ça. Il ne s'est jamais battu pour quoi que ce soit qui m'appartenait. Diane l'a guidé vers la cuisine. Je suis resté seul dans le salon, et j'ai levé les yeux vers la cheminée. Au-dessus du manteau, était accroché le portrait que Meredith avait commandé, huile sur toile, cadre doré. Il montrait mon père, assis dans un fauteuil en cuir. Diane, debout derrière lui, une main sur son épaule, Meredith à ses côtés, souriante. La composition était complète. Il n'y avait aucun espace vide, aucune place pour qui que ce soit d'autre. Je me retournais pour partir, quand j'ai entendu la voix de Diane, de derrière la porte de la cuisine, basse et rapide. Elle va faire une scène à la fête, Richard. Tu sais comment elle est. Elle va parler de sa mère, et tout gâcher. On devrait peut-être prévoir la sécurité. La réponse de mon père était à peine audible. C'est ma fille, Diane. Et la réplique de Diane était parfaitement claire. Exactement. Et les filles devraient connaître leur place. Je suis sorti par la porte d'entrée, mais en passant devant le bureau de Diane, je l'ai vu sur son bureau. Un dossier jaune, avec le logo d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas, et les mots « Projet d'amendement de la fiducie » imprimés sur l'onglet. Je ne me suis pas arrêté. Je ne l'ai pas ouvert, mais je l'ai vu, et je m'en suis souvenu. Meredith m'a appelé le samedi suivant, pas pour prendre des nouvelles. Meredith n'appelait jamais pour prendre des nouvelles, mais parce qu'elle avait besoin d'un deuxième avis, sur sa tenue pour la fête. J'ai dit oui, parce qu'à 34 ans, je disais encore oui à des gens, qui ne me demandaient jamais comment j'allais. Nous nous sommes retrouvés chez Berdorf Goodman, sur la 5e avenue, au 8e étage. Le genre d'endroit où l'air lui-même a une odeur de richesse, et où les vendeuses se souviennent de votre nom, si vous dépensez suffisamment. Elle se souvenait de celui de Meredith. Elle a essayé cette robe en 90 minutes. Une Oscar de la Renta en soie ivoire, une Valentino rouge profond, une Marchesa perlée qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Chacune était apportée sur un cintre en velours, par une vendeuse nommée Claire, qui l'appelait Mademoiselle Paxton, et la traitait comme une membre de la petite royauté. Le total tournait quelque part au-dessus de 12 000 $. Meredith n'a pas scié. Elle a tendu une carte noire, liée, comme tout le reste, à la fiducie familiale, et Claire l'a emportée avec le sourire. Quand je me suis approché de la caisse pour payer une paire de chaussures, noires toutes simples, à 200 $ avec mon propre compte, Claire a regardé ma carte,
puis m'a regardé, et a dit « Et vous êtes ?» Meredith a ri. Pas cruellement, exactement. Pire, d'un air absent, comme si la réponse était évidente. C'est ma demi-sœur. Elle restaure de vieux bâtiments, genre, physiquement, avec ses mains. La façon dont elle l'a dit, avec ses mains. Comme si le travail manuel était un petit passe-temps pittoresque. Comme si les ampoules, et la poussière de plâtre, et les poutres centenaires que j'avais sauvées de l'effondrement, étaient d'une certaine façon moins réelles, qu'une robe à 12 000 $, facturée sur l'argent de quelqu'un d'autre. Sur le trajet du retour, Meredith a délivré le message que j'attendais. Laura, maman pense que tu ne devrais pas faire de discours à la fête. C'est mieux si tu te contentes d'y assister. Tu sais, papa n'aime pas être émotif en public. Je n'ai pas répondu. J'ai juste conduit. C'est ce que j'avais toujours fait. Conduire, encaisser, et conduire. Les sacs Jimmy Choo de Meredith bruissaient doucement sur le siège arrière. Mon unique sac Nordstrom Rack était posé sur le sol, coincé entre mes pieds à un feu rouge, comme quelque chose qui essayait de ne pas prendre trop de place. Une semaine avant la fête, j'ai déjeuné avec une femme nommée Hélène Marsh. Hélène avait été la meilleure amie de ma mère, l'une des rares personnes dans ma vie, qui prononçait encore le nom de Catherine à voix haute, naturellement, comme si elle était une vraie personne, et non une note de bas de page. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot français de l'Upper East Side. Le même où ma mère m'emmenait pour le brunch du dimanche, quand j'étais petite. Nappe blanche, casserole en cuivre au mur, un serveur qui se souvenait encore que Catherine commandait le croque-madame, à chaque fois. J'ai commandé la même chose. Hélène était plus silencieuse que d'habitude. Elle n'arrêtait pas de réarranger ses couverts. Finalement, à la moitié de son deuxième verre de Sancerre, elle a lâché le morceau. « Laura, est-ce vrai que tu as été renvoyée de ton travail ?» J'ai posé ma fourchette. « Qui vous a dit ça ?» Diane. Au déjeuner du club de jardinage, la semaine dernière. Elle a dit que tu avais des difficultés. Aucun revenu stable. Que tu dépendais de ton père. Elle a dit. Hélène a fait une pause, visiblement mal à l'aise. Elle a dit, vous avez des difficultés de santé mentale, que vous repoussez tout le monde, que la famille a essayé de vous aider, mais que vous refusez de l'accepter. Elle t'a appelé, et je suis désolé de dire ça, la fille glaciale. Je suis resté très immobile. Je n'avais pas été renvoyé. Je n'avais jamais dépendu de mon père pour un seul dollar, depuis le jour où j'étais parti pour l'université. Et ma santé mentale, bien que certainement mise à l'épreuve par 23 ans de Diane Paxton, n'était pas un sujet dont j'avais jamais discuté, avec quiconque de ce club de jardinage. Diane était en train de construire une histoire. Elle la semait dans chaque cercle qui comptait. Le club de jardinage, les conseils d'administration d'œuvres de charité, les épouses du country club, de sorte que le moment venu pour la fête de retraite, tout le monde croirait déjà au récit, Laura Paxton est instable, non invitée, et indésirable. De cette façon, lorsqu'elle serait expulsée de la fête, personne ne le remettrait en question. Il hocherait la tête et chuchoterait, la pauvre. Ce n'était qu'une question de temps. Hélène a tendu la main à travers la table, et a pris la mienne. Je ne l'ai pas cru, Laura. Ta mère était la femme la plus forte que j'ai jamais connue, et tu es sa fille. J'ai serré la main d'Hélène, et quelque chose en moi, qui pliait depuis très longtemps, a enfin cessé de plier, et a commencé à se redresser. La nuit avant la fête, j'étais assise seule dans mon appartement. C'était calme, de cette façon dont Brooklyn devient silencieux, tard un vendredi. Des sirènes au loin, un chien qui aboie à 3 immeubles de là, le faible bourdonnement du radiateur, qui avait besoin d'être réparé depuis novembre. J'étais assise dans le fauteuil que j'avais trouvé dans une vente de succession, et que j'avais passé 4 week-ends à restaurer, une tasse de camomille refroidissant sur la table d'appoint. Et je regardais la photo de ma mère au mur. Catherine Aille, 31 ans, debout sur un chantier de construction, avec de la sueur sur ses bottes, et un plan enroulé sous le bras, riant de quelque chose hors du cadre. Vivante. J'ai pensé à ne pas y aller. Je pouvais rester ici, dans mon appartement, dans mon calme, dans ma vie soigneusement construite, et les laisser avoir leurs fêtes, et leurs portraits, et leurs récits. Je pouvais avaler ça aussi. J'étais doué pour avaler. Mais ensuite, j'ai regardé sa lettre, épinglée sur le tableau en liège au-dessus de mon bureau. Trouve-le. Je l'avais trouvé.
Je connaissais la vérité maintenant sur la fiducie, sur ces 17 millions de dollars, sur les clauses que ma mère avait fait rédiger dans la loi, avant que le cancer ne l'emporte. J'avais les documents. J'avais l'autorité. J'avais Thomas Aldridge qui se tenait prêt. Je n'avais encore rien utilisé de tout cela, parce que je voulais donner une dernière chance à mon père. Si Richard Paxton se tenait à mes côtés à cette fête, s'il me présentait à ses collègues, s'il prononçait mon nom de la façon dont un père le devrait, je remettrais les documents dans le tiroir, et je n'en parlerais jamais. Je lui offrais le test le plus facile au monde. Choisis ta fille. Juste une fois. J'ai préparé ma robe. Bleu marine minuit, lignes épurées, confection impeccable. Rien de voyant, rien qui ne supplie qu'on fasse attention à moi. J'ai ouvert ma boîte à bijoux, et j'en ai sorti les boucles d'oreilles en perles Mikimoto de ma mère, la seule chose d'elle que Diane n'avait pas réussi à s'approprier. Je les ai tenues dans ma paume, et j'ai senti leur poids. Fraîche, lisse, incroyablement stable. Ensuite, j'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Thomas Aldridge. Si j'ai besoin de vous demain, ai-je dit, pouvez-vous exécuter l'opération dans l'heure? Sa voix était calme, précise, sans hâte. Tout est prêt depuis 23 ans, mademoiselle Paxton. J'ai réglé mon réveil sur 7 heures. J'ai accroché la robe au dos de ma porte, et j'ai dormi profondément, clairement, de la manière dont on dort quand on a enfin cessé d'espérer, et qu'on a commencé à décider. L'hôtel Whitmore, un samedi soir d'octobre, est le genre d'endroit qui vous donne l'impression d'être mal habillé, même si vous portez vos plus beaux vêtements. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures. Des sols en marbre italien, polis comme des miroirs. Des serveurs en smoking, portant des plateaux en argent remplis de champagne, qui attrapaient la lumière comme de l'or liquide. La grande salle de bal avait été transformée. Des tables rondes drapées de lin belge blanc, des centres de table faits d'hortensia blanc et de rose or pâle. Un quartet de jazz en direct, dans le coin, jouant du Cole Porter, avec ce genre de précision sans effort, que seul l'argent peut acheter. 200 invités, partenaires commerciaux, amis du golf, mondains de Westchester, des gens dont les noms de famille apparaissaient sur les ailes d'hôpitaux et les dotations universitaires, se mêlaient, murmuraient, et trinquaient sous une bannière qui disait « Santé à Richard Paxton ». 35 ans à bâtir un héritage. J'ai donné mon nom à la table de réception. La jeune femme a vérifié sa liste, fait défiler, vérifié encore. Son sourire a vacillé. Paxton. Laura, je suis désolé. Je ne vois pas. Oh, attendez. Ici. Elle a pointé avec son stylo. Vous avez été ajouté hier. Hier. 200 invités confirmés des mois à l'avance. Et j'avais été ajouté hier, glissé dans la marge, comme une faute de frappe que quelqu'un aurait remarqué à la dernière minute. Merci, ai-je dit, et je suis entré. Cela m'a frappé par vagues. Les murmures, pas des cris, pas des accusations, des murmures. Le genre de murmure qui voyage à travers un cocktail, comme un courant d'air sous une porte. Un groupe de femmes près du bar, coupe de champagne à la main, jetant un coup d'œil dans ma direction. C'est la fille glaciale. Un homme en costume à rayures, se penchant vers sa femme. J'ai entendu dire qu'elle n'avait pas de travail depuis des mois. Une autre voix, à moitié cachée derrière un arrangement d'hortensia. Elle ne sait rien faire de bien. Diane dit qu'elle se pointe juste pour faire des scènes. Les graines de Diane étaient en train d'éclore exactement comme prévu. J'ai gardé le dos droit. J'ai continué à marcher. J'ai cherché mon père du regard dans la pièce, et je l'ai trouvé près de la petite scène, à l'autre bout de la salle de bal, debout entre Diane et Meredith, souriant pour un photographe qui les arrangeait pour un portrait de famille. Richard, Diane, Meredith, 3 personnes, parfaitement composées, parfaitement éclairées. Le photographe a pris ses clichés. Personne ne m'a cherché. Personne n'a appelé mon nom. Et du coin de l'œil, j'ai remarqué 2 hommes en costume sombre, positionnés près de l'entrée de la salle de bal. Oreillettes de sécurité. L'un d'eux a jeté un regard à Diane, puis à moi, et a changé d'appui. Ils me surveillaient. On leur avait dit de me surveiller. J'ai traversé la salle de bal. C'est une chose étrange que de marcher à travers une foule, qui a été préparée pour vous voir comme un problème. Chaque sourire ressemblait à un tressaillement. Chaque épaule détournée semblait délibérée.
Je suis passé devant une table d'anciens partenaires commerciaux de mon père, des hommes que je connaissais depuis mon enfance. Et pas un seul d'entre eux n'a dit bonjour. Le récit de Diane avait fait son travail. Je n'étais plus la fille aînée de Richard Paxton. J'étais le conte de fées édifiants, sur lequel ils avaient été briefés. J'ai atteint le petit cercle autour de mon père. Richard m'a vu en premier. Son visage a fait quelque chose de compliqué. Une lueur de chaleur, rapidement suivie par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il a ouvert la bouche, mais avant que les mots ne sortent, la main de Diane s'est posée sur son épaule, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de son smoking, comme une laisse tendue à l'extrême. « Laura » a-t-il réussi à dire. « Content que tu aies pu venir. » 6 mots. Les mêmes 6 mots que vous diriez à un collègue, que vous reconnaissez à peine. Diane s'est tournée pour me faire face. Elle était rayonnante, en robe de soie crème, les cheveux relevés, des diamants au cou, ce sourire particulier qu'elle arborait, quand elle était sur le point de faire couler le sang. Sa voix était placée juste assez fort, pour que le cercle de 15 personnes autour de nous entende chaque syllabe. « Laura, quelle surprise. Je n'étais pas sûr que tu viendrais, vu la situation. » Elle a laissé le silence s'installer, ses yeux balayant le groupe, comme pour les inviter à remplir le vide avec n'importe quelle rumeur qu'on leur avait déjà servie. Puis, plus doucement, presque avec tendresse. « Bien, essaie juste de ne pas tout ramener à toi, d'accord ? Ce soir, c'est pour la famille. » La famille. Le mot a atterri comme une gifle. Meredith est apparue au coude de Diane, fraîchement arrivée de quelque part. Un nouveau collier Tiffany à ses clavicules. 8 000 $ de platine et de diamants, attrapant la lumière des lustres. Elle a regardé ma robe, avec cette forme spécifique de sourire, qui est en réalité un inventaire. « Laura, j'adore la robe. C'est de la saison dernière ? » J'ai laissé passer. Je n'étais pas venu pour Meredith. J'ai regardé mon père. « Papa, est-ce que je peux te parler un instant, en privé ?» Les yeux de Richard ont bougé vers moi. Je l'ai vu, l'instinct, la lueur de oui. Son corps s'est penché d'1 centimètre dans ma direction. Puis, la main de Diane s'est resserrée sur son bras. « Richard, les Henderson t'attendent. Tu pourras parler à Laura plus tard. » Sa voix était de la soie recouvrant de l'acier. Mon père s'est redressé, a regardé Diane, m'a regardé, et puis, il s'est tourné, et a marché vers les Henderson, Diane le guidant comme un gouvernail. Je suis resté seul, au milieu de 200 personnes. Une femme plus âgée que je ne reconnaissais pas est passée par là, a fait une pause, et a dit à sa compagne, pas assez discrètement, la pauvre. Diane m'a dit qu'elle avait des problèmes. Quel dommage. Sa mère était merveilleuse. Sa mère était merveilleuse. Oui, elle l'était. Et elle m'a laissé bien plus que ce que quiconque dans cette pièce ne pouvait comprendre. J'ai besoin de vous ramener maintenant, 3 semaines avant cette fête, à un mardi après-midi dans Midtown Manhattan. Le bureau de Thomas Aldridge était au 14e étage d'un immeuble d'avant-guerre sur Madison Avenue. L'ascenseur était lent, le couloir était sombre, et la porte était en chêne massif, avec une plaque nominative en laiton, qui n'avait pas été mise à jour depuis les années 90. À l'intérieur, cela ressemblait exactement à ce que vous imagineriez du bureau d'un avocat spécialisé dans les successions, s'il exerçait depuis 40 ans, et ne voyait aucune raison de redécorer. Des bibliothèques du sol au plafond, des volumes reliés en cuir sur le droit des successions, un bureau en acajou enseveli sous des dossiers soigneusement empilés, et sur le mur derrière son fauteuil, une photo encadrée de ma mère, plus jeune que je ne l'avais jamais vue. Debout devant un bâtiment avec un casque de chantier, et un sourire. Aldridge avait 67 ans, les cheveux argentés, et était méticuleux. Il parlait comme parlent les avocats prudents. Chaque phrase pesait avant d'être relâchée. « Votre mère a retenu mes services en 2003, a-t-il dit, quand elle a appris pour le cancer la première fois. Elle voulait s'assurer que ses actifs, spécifiquement l'héritage qu'elle avait apporté dans le mariage, de la part de la famille Aye, seraient protégés pour vous. » Il a placé un document sur le bureau, entre nous. 40 pages, reliées en cuir, la signature de ma mère à l'encre bleue sur la dernière page. L'accord de fiducie de 2004. Il me l'a expliqué en anglais simple, parce que ma mère le lui avait demandé, 23 ans à l'avance. Catherine Aye était entrée dans le mariage avec 17 millions de $, en richesse familiale héritée.
Cet argent a été placé dans la fiducie familiale Paxton, mais avec une distinction juridique cruciale. Il a été désigné comme fonds isolés, cloisonnés, légalement séparés du reste des actifs de la fiducie, même s'ils se trouvaient sur le même compte. Votre mère a signé un amendement en 2006, a continué Aldridge, en faisant glisser un deuxième document vers moi, 6 mois avant son décès. Il vous désigne, Laura Catherine Paxton, comme la seule et unique bénéficiaire des fonds isolés, avec effet à partir de votre 30e anniversaire. Aucune co-signature requise. Aucune approbation d'un administrateur nécessaire. J'ai fixé la page, l'écriture de ma mère dans la marge, pour ma fille. Est-ce que mon père est au courant, ai-je demandé. Aldridge a fait une pause. Le genre de pause, qui vous donne la réponse avant que les mots n'arrivent. Votre père était présent, lorsque la fiducie initiale a été établie. Il l'a toujours su. L'air a quitté la pièce. Et Diane, Madame Paxton, l'actuelle Madame Paxton, n'a jamais été informée. L'accord de fiducie ne lui a jamais été communiqué. Elle semble croire que la totalité des 42 millions de la fiducie appartient à la famille en général. Il a croisé les mains. Elle a contacté mon cabinet, et la gestionnaire fiduciaire, une femme nommée Rebecca Stone, pour demander l'accès aux clauses de la fiducie. Madame Stone a, à juste titre, refusé. 17 millions de dollars. Ma mère avait construit un mur autour, avec du papier, de l'encre, et de la clairvoyance, et il avait tenu pendant 23 ans. Que se passe-t-il, ai-je dit lentement, si je retire les fonds? Les 25 millions restants ne couvriront pas les prêts que votre belle-mère a autorisés, en utilisant la totalité des 42 millions comme garantie. La banque émettra un appel de marge. Je suis resté avec cette pensée, pendant un long moment. Je ne vais pas signer aujourd'hui, lui ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Accordez-moi un délai, jusqu'après la fête. Je veux voir si mon père me choisit. Aldridge a regardé la photo de ma mère sur le mur, puis m'a regardé de nouveau. Votre mère, a-t-il dit, aurait compris. J'ai quitté son bureau avec une copie des 2 documents dans un dossier, et avec quelque chose que je n'avais pas porté depuis des années. Un choix. Maintenant vous savez ce que je savais, lorsque je me tenais dans cette salle de bal. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Les discours ont commencé à 20h30. Diane a pris le micro en premier. Évidemment qu'elle l'a fait. Elle se tenait sur la petite scène dans sa robe en soie crème, les diamants scintillant sous les projecteurs, et a prononcé un discours qui, à tous égards, était impeccable. Elle a remercié les invités, fait l'éloge des 35 années de travail de Richard, appelé Meredith sur scène pour une étreinte, qui a suscité un AE collectif de la part de 200 gorges. Elle a parlé de la famille, de la loyauté, des personnes qui font véritablement d'une maison un foyer. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle ne m'a pas regardé. Le nom de Catherine n'a pas été mentionné une seule fois. Quand les applaudissements se sont tus, je me suis levé. Je n'allais pas faire de discours. Je voulais juste marcher vers l'avant, remettre à mon père son cadeau, une petite boîte en velours contenant une boussole en laiton que j'avais minutieusement restaurée, la même que ma mère lui avait offerte quand ils étaient jeunes et amoureux, gravée de ses initiales, CH. Et dire quelque chose de calme, de privé, quelque chose qui serait à nous. J'étais à 10 pas de la scène, quand Diane m'a vu arriver. Son expression n'a pas changé. C'est la chose dont je me souviens le plus. À quel point elle était contrôlée. Elle s'est penchée vers le micro, et d'une voix aussi claire et calme qu'une clochette de dîner, elle a dit « la sécurité ». La salle de bal a murmuré, des têtes se sont tournées. Puis, elle l'a dit. Chaque mot précis, chaque syllabe conçue pour porter. S'il vous plaît, faites sortir cette femme. Elle n'a pas été invitée, et elle provoque des perturbations. 200 personnes ont fait silence. Le quartet de jazz s'est arrêté. Même le barman a fait une pause, au milieu de son service. Chaque paire d'yeux dans cette salle a pivoté vers moi, debout seul dans l'allée centrale, tenant une petite boîte en velours, portant les perles de ma mère. J'ai regardé mon père. Richard Paxton était à 3 pas du micro, à 3 pas de sa femme, à 3 pas de sa fille. Il a regardé Diane, il m'a regardé, et ensuite, il a baissé les yeux vers le sol. Il n'a rien dit. Les 2 agents de sécurité se sont matérialisés, de chaque côté de moi. Celui à ma gauche a parlé doucement.
Madame, on nous a demandé de vous raccompagner à la sortie. La pièce regardait. Certains ont détourné les yeux. D'autres non. Meredith, près de la scène, avait son téléphone en l'air. Elle filmait, ai-je réalisé, en train de filmer sa sœur, expulsée de la fête de retraite de leur père. J'ai posé la boîte en velours sur la table la plus proche. Je ne l'ai pas jetée. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai posée doucement, de la manière dont on poserait quelque chose qu'on a aimé, et qu'on est sur le point de laisser derrière soi. Ensuite, j'ai regardé mon père une dernière fois, et j'ai dit, pas fort, pas avec colère, juste assez clairement pour que les gens autour entendent. Je suis venu pour toi, papa. Pas pour elle, mais je vois ton choix. Je me suis retourné. J'ai marché vers la sortie, le dos droit, les yeux secs. Les perles Mikimoto de ma mère attrapant les derniers reflets du lustre, alors que je passais les doubles portes pour entrer dans le hall. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Diane, de retour au micro. Je suis vraiment désolé pour ça, tout le monde. Alors, où en étions-nous? Le quartet de jazz a repris, avant même que les portes ne se referment derrière moi. L'air d'octobre m'a frappé comme de l'eau glacée. Je suis resté sur les marches avant de l'hôtel Whitmore, des marches en marbre, lisses et pâles sous les lampadaires, et j'ai écouté la musique étouffée, qui filtrait à travers les murs derrière moi. Cole Porter, des rires, le tintement des coupes de champagne, un monde qui continuait sans interruption, comme si une femme ne venait pas d'être escortée hors de la fête de son propre père, par deux hommes avec des oreillettes. Je me suis assise sur la marche du haut. La pierre était froide à travers le tissu de ma robe. Je pouvais voir mon souffle dans l'air. À l'intérieur, la salle de bal brillait, chaude et dorée, à travers les fenêtres allant du sol au plafond. À l'extérieur, la lumière était d'un blanc bleuté et fine. Le genre de lumière, qui donne à tout un aspect honnête. J'ai regardé mon reflet sur l'écran de mon téléphone, les boucles d'oreilles en perles de ma mère, mon propre visage, composé, stable, mais en dessous, quelque chose qui se fissurait, le long d'une ligne de faille, qui était là depuis l'âge de mes 11 ans. Je me suis accordé 60 secondes. 60 secondes pour le ressentir. Tout ressentir. L'humiliation. Le silence à la place où la voix de mon père aurait dû s'élever. La conscience que 200 personnes m'avaient regardé être effacées, puis étaient retournées à leur champagne. 60 secondes pour chaque mot ravalé. Chaque Noël à la petite table. Chaque fois que j'avais conduit pour rentrer chez moi, en me disant que ça n'avait pas d'importance. Ensuite, je me suis levé, parce que ma mère ne m'avait pas élevé pour que je m'assoie sur les marches de quelqu'un d'autre. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai appelé Rebecca Stone. Elle a décroché à la première sonnerie. Je l'avais prévenue que cet appel pourrait arriver ce soir. Rebecca, c'est Laura Paxton. Je suis prête à procéder au transfert des fonds isolés, ce soir. Sa voix était stable, professionnelle, nullement surprise. J'aurai besoin de votre signature numérique, et du code d'autorisation de Monsieur Aldridge. Je peux exécuter le transfert dans les 45 minutes suivant la réception des deux. Vous les aurez dans 10 minutes. J'ai raccroché. La musique de la salle de bal s'est amplifiée derrière les portes vitrées. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai appris ce qui s'est passé à l'intérieur de la salle de bal, par la suite, grâce à Hélène Marsh, qui est restée jusqu'à la fin, et qui s'est souvenue de tout. Diane est retournée au micro, comme si de rien n'était. Elle a lissé son discours de la même manière qu'elle lissait tout, avec une main légère, et une volonté de faire. La famille, c'est une question de loyauté, a-t-elle dit à la salle, d'une voix chaude et certaine. Et ce soir, nous célébrons un homme, qui a tout construit à partir de rien. À partir de rien. Comme si 17 millions de l'héritage de Catherine n'était rien. Comme si les fondations sous les fondations n'existaient pas. La salle a applaudi. Le champagne a coulé à flot. Meredith a publié sa story Instagram depuis la scène. Un gros plan d'elle et de Diane, joue contre joue. Avec la légende, la famille d'abord. Aucune mention de la sœur qui avait été escortée vers la sortie 5 minutes plus tôt. Hélène m'a raconté que quelques invités s'étaient agités de manière inconfortable sur leur siège, après mon départ. Une femme à la table 6 s'est penchée vers son mari, et a murmuré, cela ne semblait pas correct. Un juge à la retraite nommé Harold Forester a posé sa flûte de champagne, et ne l'a plus reprise. Mais personne n'a parlé.
Personne ne s'est levé. C'est le problème avec les pièces remplies de gens polis. La politesse n'est qu'un autre mot pour la complicité, quand quelqu'un est traîné dehors sous vos yeux. Richard était assis à la table d'honneur. Il n'a pas mangé. Il n'a pas parlé pendant le toast que son partenaire commercial a offert. Hélène a dit qu'il n'arrêtait pas de regarder la boîte en velours que j'avais laissée derrière moi, posée sur une table près de l'allée, intacte, comme un petit monument à quelque chose de brisé. Il ne l'a pas ouverte. Diane s'est penchée vers un homme qu'Hélène a reconnu comme l'un des partenaires immobiliers de Richard, et a dit, silencieusement, mais pas assez silencieusement, Laura a toujours été difficile. Catherine l'a gâtée, mais nous avons fait de notre mieux. Le récit a tenu. La salle y a cru. La fête a continué. Et pendant qu'ils dansaient, et buvaient, et se disaient que tout allait bien, j'étais assise dans ma voiture sur le parking de l'hôtel, sur le point d'appuyer sur un bouton, qui allait changer tout cela. Mon ordinateur portable était déjà dans la voiture. Je l'avais apporté ce soir-là de la même façon qu'un chirurgien apporte un scalpel, espérant ne pas s'en servir, mais préparé au cas où. Je l'ai ouvert sur le siège passager. L'écran a éclairé l'intérieur de ma Subaru, d'une lumière bleu pâle, tandis que le parking de l'hôtel Whitmore s'étendait, sombre et silencieux autour de moi. À l'intérieur du bâtiment, 200 personnes dansaient. Dehors, il n'y avait que moi, un point d'accès Wi-Fi, et 23 années de silence, qui atteignaient enfin leurs limites. J'ai composé le numéro pour un appel en conférence. Thomas Aldridge a décroché en premier, puis Rebecca Stone. Code d'autorisation, a dit Aldridge. Il l'a lu à voix haute. 12 caractères alphanumériques, d'une voix calme et précise, comme s'il lisait le bulletin météo. Ceci autorise le transfert des fonds isolés, de la fiducie familiale Paxton, vers la fiducie irrévocable Laura Paxton, conformément à l'accord de fiducie de 2004, et à l'amendement de 2006. Rebecca a confirmé la réception. Mademoiselle Paxton, j'aurai besoin de votre signature numérique sur le document DocuSign que j'envoie maintenant. Mon téléphone a vibré. J'ai ouvert l'email, j'ai lu chaque ligne, parce que ma mère m'avait appris que toute belle chose commence par une structure, et j'ai signé. Traitement en cours, a dit Rebecca, achèvement estimé à 45 minutes. Pendant que j'attendais, j'ai fait le reste. 3 cartes American Express Platinum. Diane et Meredith étaient des utilisatrices autorisées, sur des comptes liés à la convention de garantie de la fiducie. L'adhésion au Country Club, les avenants d'assurance complémentaires, tout cela était rattaché au même pool de fonds, qui était sur le point de rétrécir de 17 millions de dollars. Lorsque le solde de la fiducie chuterait en dessous du seuil de la convention, le système automatisé de la banque gèlerait tous les comptes liés. Je n'annulais rien par dépit. Je regardais l'arithmétique faire ce que l'arithmétique fait. À 21h47, Rebecca m'a rappelé. Transfert terminé. 17 42 316,78 dollars. Les fonds sont dans votre fiducie, Mademoiselle Paxton. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis restée assise dans le noir pendant un moment, et j'ai écouté ma propre respiration. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone, démarré le moteur, et j'ai conduit jusqu'à Brooklyn. Quand j'ai rallumé mon téléphone 40 minutes plus tard, il y avait 12 appels en absence. Le temps de le poser sur le comptoir de ma cuisine, le nombre était de 29. Le temps que je finisse de préparer mon thé, il était à 56. 56 appels. Il ne m'avait pas appelé 56 fois, au cours des 23 dernières années combinées. Voici à quoi ressemblent 56 appels depuis l'autre bout de la ligne. À 21h52, 5 minutes après que le transfert ait été validé, Meredith a essayé de payer une tournée de boissons, pour ses amis au bar de la salle de bal. Son Amex a été refusé. Elle a ri, embarrassée, et a sorti une deuxième carte. Refusé. Une troisième. Refusé. Le sourire du barman s'est figé. Les joues de Meredith sont devenues rouges. À 21h58, le téléphone de Diane a vibré avec une notification du cabinet fiduciaire. Le genre de notification, qui arrive en caractère gras, avec le mot urgent dans la ligne d'objet. Action requise. Mouvement d'actifs important dans la fiducie familiale Paxton. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte immédiatement. Diane s'est éloignée de la piste de danse. Elle a appelé Rebecca Stone directement. Rebecca, professionnelle,
neutre, lié par le protocole fiduciaire, a dit qu'un bénéficiaire avait exercé son droit de retirer des fonds isolés, en vertu de l'accord de fiducie original. Je ne suis pas autorisé à divulguer de détails supplémentaires par téléphone. Hélène m'a dit plus tard qu'elle avait regardé la couleur se vider du visage de Diane en temps réel. C'était comme regarder un écran s'éteindre. D'abord le sourire, puis le sang-froid, puis la certitude. Tout cela partit, l'espace d'un seul appel téléphonique. Diane a marché droit vers Richard, lui a agrippé le bras, et l'a tiré vers un coin tranquille près du vestiaire. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle sifflé. Richard l'a dévisagé. « De quoi parles-tu » Diane a ouvert le portail de la fiducie sur son téléphone. Ses doigts tremblaient. Le solde du compte, qui ce matin-là affichait 42 millions de dollars, affichait maintenant 24 957 683,22. Et dans le journal des transactions, une seule ligne, retrait de fonds isolés, bénéficiaire, Laura C. Paxton. Le visage de Richard est devenu gris. La flûte de champagne de Diane était encore dans sa main. Elle ne l'avait pas posée depuis le discours. Ses doigts tremblaient autour du pied du verre. Et pour la première fois en 23 ans, la femme qui contrôlait toutes les pièces dans lesquelles elle entrait, avait l'air d'avoir perdu le sol sous ses pieds. Cette petite. Elle s'est rattrapée, et a baissé la voix. Elle ne peut pas faire ça. Richard, appelle-la maintenant. Il a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a appelé encore, et encore, et encore. J'étais déjà à la maison au moment où les appels ont commencé à s'empiler. Mon appartement à Brooklyn Heights est situé au 3e étage d'un immeuble brownstone sans ascenseur, construit en 1891. Moulure d'origine, parquet gondolé, une cuisine à peine assez grande pour 2 personnes et une bouilloire. Je l'ai choisi parce que les plafonds mesurent 3 mètres de haut, que les fenêtres donnent à l'est, et que chaque matin, la lumière entre comme si elle avait été filtrée à travers du miel. J'ai restauré moi-même les bibliothèques encastrées, du sol au plafond, en chêne blanc, et je les ai remplies de livres d'architecture, de romans, et de quelque chose qui n'ont pas de catégorie, mais qui semblaient à leur place. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, et je l'ai laissé vibrer. Les messages arrivaient par vagues. Meredith d'abord, frénétique. Laura, qu'est-ce que tu as fait? Puis Diane, sans aucun velours, sans plus aucune retenue. Tu n'en as pas le droit. C'est l'argent de la famille. Puis Meredith encore. Mes cartes ne marchent pas Laura, ce n'est pas drôle. Puis Richard, le plus simple, et celui qui a fait le plus mal. Laura, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Puis Diane, tranchante comme du verre brisé. J'appelle notre avocat. Tu vas le regretter. J'ai regardé l'écran s'allumer et s'éteindre. S'allumer et s'éteindre, comme un moniteur cardiaque pour une famille en arrêt cardiaque. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait couler un bain. J'ai enlevé la robe bleu marine, et je l'ai soigneusement accrochée au dos de la porte de la salle de bain. J'ai détaché les boucles d'oreilles en perles de ma mère, et je les ai posées sur le meuble lavabo. Je suis entré dans l'eau chaude, et j'y suis resté jusqu'à ce que ma respiration ralentisse, et que la vapeur adoucisse les contours de tout. Quand je suis sorti, j'ai mis un pull, j'ai préparé du thé à la camomille, et je me suis assise dans mon fauteuil, pour regarder la photo de ma mère au mur. Catherine Aille, riant sur un chantier de construction, couverte de sueur, complètement vivante. J'ai fait ce que tu m'as demandé, maman, ai-je dit à la pièce vide. Je l'ai trouvé, et j'ai trouvé ce que tu m'as laissé. Le téléphone avait cessé de sonner. 56 appels au total. J'ai vérifié l'heure, 23h08. Puis, l'interphone a bourdonné. J'ai regardé l'écran de l'interphone. Ils étaient là, tous les 3, debout sur le perron de mon brownstone, à 23h15 un samedi soir d'octobre. Richard dans son smoking, cravate desserrée, le visage de la couleur du béton mouillé. Diane, toujours dans sa robe en soie crème, le mascara traçant des rigoles sombres sur ses 2 joues, serrant son sac Hermès comme une bouée de sauvetage. Et Meredith, un demi-pas derrière, serrant son téléphone contre sa poitrine à 2 mains, les yeux gonflés et rouges. Pendant 23 ans, j'étais allé à eux, dans leur maison, à leur dîner, à leur fête, selon leurs termes. J'avais conduit jusqu'à Westchester, et je m'étais assise à la petite table, en souriant malgré les commentaires qui étaient conçus pour me rabaisser.
J'avais sonné à leur porte, comme une invitée dans ma propre famille. Maintenant, ils étaient à la mienne. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je suis resté devant l'interphone, et je me suis laissé regarder, vraiment regarder, l'image sur cet écran. Diane Paxton, qui n'avait pas visité mon appartement une seule fois en 7 ans, se tenait sur mon perron, avec du mascara sur le visage, et de la panique dans sa posture. Il y avait quelque chose dans cette image que j'avais besoin d'absorber, avant d'ouvrir la porte. Je suis allé au tiroir de mon bureau, et j'ai sorti le dossier, les copies de l'accord de fiducie et de l'amendement, la confirmation de transfert de Rebecca Stone, et un document de plus, quelque chose dont je n'avais encore parlé à personne. Quelque chose que je transportais depuis ma réunion avec Aldridge. Je l'ai glissé à l'arrière du dossier. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir du couloir. Pull en cachemire, cheveux détachés, pas de maquillage. Propre. Simple. Moi. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Monter. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, et je l'ai ouverte avant qu'il n'atteigne le palier. Diane a été la première à monter les escaliers, ses talons claquant sur le vieux bois, prenant déjà sa respiration pour n'importe quoi qu'elle avait répété dans la voiture. Elle a franchi mon seuil et a commencé. « Comment oses-tu » J'ai levé une main, pas de manière dramatique, juste assez. « Tu es à ma porte, Diane. Baisse le ton, ou pars. » Elle s'est arrêtée au milieu d'un mot, au milieu d'une respiration. Ce fut, je pense, la première fois en 23 ans, que quelqu'un disait non à Diane Paxton, sur un pas de porte. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé une langue, qu'elle ignorait que je comprenais. Je me suis écarté. Entrez, mais c'est moi qui parlerai ce soir. Ils se sont assis dans mon salon, de la façon dont les gens s'asseyent dans le cabinet d'un médecin, quand les nouvelles sont déjà mauvaises. Richard a pris le fauteuil près de la fenêtre, celui que j'avais retapissé en lin olive au printemps dernier. Il avait l'air rétréci à l'intérieur de son smoking. Un homme bâti pour les salles de conférence, maintenant compressé dans un appartement de Brooklyn, qui sentait la camomille et les vieux livres. Diane est restée debout. Elle refusait de s'asseoir. Être debout, c'était le contrôle, et elle n'était pas prête à y renoncer. Meredith s'est perchée sur le bord du canapé, les bras croisés, le téléphone serré dans une main, ne regardant personne. Diane a tiré la première. Tu as volé cette famille. Cet argent appartient à ton père. J'ai ouvert le dossier sur ma table basse. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas élevé la voix. J'avais passé ma carrière à découvrir les structures d'origine des bâtiments, à trouver les murs porteurs, sous des décennies de mauvaises rénovations. Et c'est exactement ce que j'allais faire maintenant. Cet argent, ai-je dit, ces 17 millions de dollars, n'ont jamais appartenu à mon père. J'ai fait glisser l'accord de fiducie sur la table. 40 pages, reliées en cuir, la signature de ma mère à l'encre bleue. Il appartenait à ma mère. Catherine I. Paxton, ta prédécesseur. La pièce s'est contractée. Les yeux de Diane se sont fixés sur le document, comme si c'était une arme pointée sur sa poitrine. L'accord de fiducie de 2004, ai-je continué, rédigé par Thomas Aldridge, signé par ma mère avant que son diagnostic ne progresse. Il désigne 17 millions de dollars, son héritage familial issu de la succession Hay, comme des fonds isolés à l'intérieur de la fiducie familiale Paxton. Légalement séparés, cloisonnés, à moi. La voix de Diane est sortie, toute fine. C'est un faux. Richard, dis-lui. Elle s'est tournée vers mon père. Richard fixait le document sur la table. Il n'a pas levé les yeux. Il ne l'a pas nié. Le silence dans la pièce a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Tu savais, ai-je dit. Pas comme une question. N'est-ce pas, papa? La gorge de mon père a bougé. Ses mains ont agrippé les accoudoirs du fauteuil. Quand il a parlé, sa voix avait la qualité craquelée de quelque chose, qui avait été scellé depuis très longtemps. Ta mère. Elle l'a mise en place, avant de tomber malade. J'aurais dû te le dire. Diane s'est tournée vers Richard, comme si elle avait été frappée. Tu savais? Il n'a rien dit. Mais son silence était sa propre confession. 23 ans de cela. Enfin audible. J'ai placé le deuxième document sur la table. Amendement de 2006,
signé par ma mère, 6 mois avant de mourir. Il me nomme, moi, Laura Catherine Paxton, comme l'unique bénéficiaire des fonds isolés. Avec effet à mon 30e anniversaire. Pas de co-signature, pas d'approbation d'un administrateur. J'ai 34 ans. J'ai exercé mon droit légal, ce soir. Je me suis adossé. Les documents reposaient entre nous sur la table basse. Entre ma tasse de thé à la camomille et les mains tremblantes de Diane. Je n'ai rien volé, Diane. J'ai réclamé ce qui a toujours été à moi. Les documents sont juste ici. Tu es libre de les lire. Diane a lu vite. J'ai regardé ses yeux scanneur les pages, tournant les feuilles, cherchant, traquant la faille, l'échappatoire, l'erreur. Elle n'en a trouvé aucune. Ma mère avait été méticuleuse. Aldridge avait été méticuleux. 23 ans d'architecture juridique, construite pour tenir. Quand Diane a levé les yeux, elle avait changé de tactique. La fureur avait disparu, remplacée par quelque chose que j'avais vu 100 fois. Le tremblement du menton, l'élargissement prudent des yeux, la main tremblante pressée contre sa clavicule. Le mode victime. Sa performance la plus rodée. Richard. A-t-elle soufflé, se tournant vers mon père. Elle est en train de détruire cette famille. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, pour elle, je l'ai coupée. Pas avec du volume, avec des informations. En parlant de ce que tu as fait, Diane, je suis au courant pour le projet d'amendement de la fiducie que tu prépares. La performance s'est effondrée. Ce fut instantané, comme regarder un masque se fissurer par le milieu. Sa main est tombée de sa clavicule, sa bouche s'est ouverte, puis refermée. La pièce est devenue aussi silencieuse que le vide. Il y a 3 semaines, ai-je dit, j'étais à la maison. J'ai vu le dossier sur ton bureau. Un projet d'amendement préparé par un cabinet d'avocats, conçu pour me retirer en tant que bénéficiaire des fonds isolés, et les transférer à Meredith. La tête de Meredith s'est redressée brusquement. Quoi? J'ai aussi eu la confirmation par le cabinet fiduciaire, que tu les as appelés à plusieurs reprises, pour demander l'accès aux clauses de la fiducie de ma mère. Des détails que Rebecca Stone a, à juste titre, refusé de partager avec toi, parce que tu n'as aucune base légale pour les recevoir. Diane a abandonné les larmes. Ce qui les a remplacées, était quelque chose de brut. Une véritable colère, dépouillée de toute la soie. Et alors? Cet argent est resté là pendant 20 ans, à ne rien faire. Meredith le mérite plus que toi. Au moins, elle contribue à cette famille. Maman, arrête. La voix de Meredith était petite, mais tranchante. Une fissure dans un mur auquel je ne m'attendais pas. Diane ne l'a pas entendu, ou a choisi de ne pas le faire. J'ai regardé ma sœur, puis je suis revenu à Diane. Meredith mérite quoi, au juste? 17 millions de dollars que ma mère a gagnés, que les parents de ma mère ont construits sur 3 générations. Pourquoi? Des contrats de sponsoring Instagram, facturés à une fiducie qui n'est pas la sienne? La voix de Richard a refait surface, faible. Laura, ça suffit. Je me suis tourné vers lui. J'avais attendu cela. La chose qu'il disait toujours, ça suffit. Son mot préféré. Le mot qu'il utilisait, chaque fois que la vérité s'approchait trop du confort. Non, papa. Tu n'as pas le droit de dire ça suffit, ce soir. Tu as perdu ce droit, quand tu as regardé 2 agents de sécurité m'expulser d'une salle de bal, et que tu n'as rien dit. Le silence après cela a été différent des autres. Ce n'était pas le silence de la contenance ou du contrôle. C'était le silence d'un homme, qui entendait pour la première fois le prix de sa propre lâcheté. Diane a déplacé sa main vers son sac Hermès. Elle en a sorti le dossier jaune, le même que j'avais aperçu sur son bureau, et l'a brandi comme un bouclier. Cet amendement est parfaitement légal, et Richard allait le signer. Il ne le peut pas, ai-je dit. Les fonds isolés sont déjà à mon nom. Ils le sont depuis 2006. Cet amendement a été rédigé, pour altérer quelque chose sur lequel Diane n'a aucune autorité, pour des actifs sur lesquels elle n'a aucun droit, en utilisant une disposition qui n'existe pas. Ton avocat aurait dû te le dire. À moins que, tu ne lui aies pas donné l'image complète. Diane m'a fixé. Le dossier tremblait dans sa main, une arme qui s'était transformée en papier.
J'ai laissé le silence tenir un instant. Puis, j'ai expliqué ce qui allait se passer. Pas avec de l'émotion, pas avec de la satisfaction, mais de la même manière que j'expliquerais des calculs de charges sur un projet de restauration. Des faits, une structure, de l'arithmétique. Quand j'ai retiré les 17 millions ce soir, le solde de la fiducie est passé de 42 millions à 25 millions. Mais au cours des dernières années, Diane, utilisant sa position de co-administratrice, a autorisé des prêts contre la valeur totale de la fiducie. Effet de levier immobilier, l'encours total de la dette garantie par la fiducie est d'environ 38 millions de dollars. La tête de Richard s'est relevée lentement. Il ne connaissait pas ce chiffre. Je pouvais le voir sur son visage. L'expression spécifique d'un homme qui avait signé des choses sans les lire, parce que sa femme lui disait que c'était géré. La convention de prêt de la banque exige que la fiducie maintienne une couverture de garantie à un minimum de 1 pour 1. À partir de 21h47 ce soir, le taux de couverture est d'environ 66%. Il manque 13 millions. Le système de conformité automatisé de la banque a déjà gelé les comptes liés, les cartes de crédit, l'adhésion au country club, les avenants d'assurance complémentaires. Un appel de marge formel suivra, dans les 72 heures. Meredith a murmuré. C'est pour ça que mes cartes. Oui. La voix de Diane était une lame. Tu as planifié ça. Tu as planifié ça pour nous détruire. Je l'ai regardé, à travers ma table basse, à travers les documents de la fiducie, à travers le thé froid, à travers 23 ans. Non, ai-je dit, j'ai planifié de venir à la fête de mon père, de lui donner une boussole qui appartenait à ma mère, et d'espérer, le temps d'une soirée, me sentir comme sa fille. Tu as planifié une humiliation publique. Tu as planifié de me faire expulser par la sécurité. Tu as planifié un amendement frauduleux pour me prendre mon héritage. Moi, j'ai simplement arrêté d'attendre que tu fasses ce qui est juste. Ensuite, j'ai plongé la main dans le dossier, et j'ai sorti le dernier document. Celui que je transportais depuis ma réunion avec Aldridge, celui que je n'avais montré à personne. C'était un email imprimé sur du papier ordinaire, envoyé 6 mois plus tôt, depuis le compte personnel de Diane à son avocat, et accidentellement mis en copie à Thomas Aldridge, dont l'adresse email était toujours dans le dossier du système du cabinet, en tant qu'administrateur enregistré. Je l'ai lu à voix haute, chaque mot. Nous devons agir vite, avant que Laura ne découvre les dispositions de la fiducie de Catherine. Richard n'a pas la colonne vertébrale pour nous arrêter. La pièce est devenue irrespirable. Richard a tendu la main vers l'impression. Il l'a lu une fois, puis encore. Ensuite, il l'a posée sur la table, et a regardé sa femme, comme s'il la voyait pour la première fois. Pas la femme en soie crème, qui organisait sa vie et gérait son emploi du temps, et lui disait qu'en sourire. Mais la femme qui avait écrit « Richard n'a pas la colonne vertébrale », dans une phrase conçue pour voler l'argent de sa femme morte, à sa fille vivante. « Diane », a-t-il dit. Sa voix était à peine audible. « C'est réel ?» Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Son visage a répondu pour elle. L'expression spécifique, indubitable, de quelqu'un qui a été pris, non pas dans un mensonge, mais dans la vérité. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je dit doucement. C'est de l'arithmétique. Et ça, j'ai fait un signe de tête vers l'email sur la table, c'est ce qu'elle est. Ce qui s'est passé ensuite, a été le son d'une structure qui s'effondre. Pas tout d'un coup. Pas le genre d'effondrement dramatique que l'on voit dans les films. Le genre lent. Le genre que j'ai vu dans mon travail, une centaine de fois. Quand un bâtiment est resté debout sur une fondation compromise pendant des décennies, et qu'un jour, une seule poutre cède, et que tout ce qui est au-dessus se déplace. Diane a tendu la main vers l'email imprimé, comme si le retirer de la table pouvait défaire les mots. Richard l'a tiré vers lui. Elle a pivoté, et le voilà de nouveau. Le tremblement du menton, les yeux brillants, la main à la gorge. Elle te manipule, Richard. Exactement comme Catherine l'a toujours fait. Mon père s'est levé. En 23 ans, je n'avais jamais vu Richard Paxton se lever contre Diane. Il avait cédé. Il s'en était remis à elle. Il avait regardé son assiette, et avait laissé le silence faire le travail de l'accord. Mais quelque chose dans cette phrase, exactement comme Catherine, a heurté un mur à l'intérieur de lui, dont même lui ignorait qu'il tenait encore debout. Ne prononce pas son nom, a-t-il dit.
Sa voix tremblait, mais les mots étaient de pierre. Diane s'est arrêtée. Sa bouche était ouverte. Aucun son n'est sorti. Pour peut-être la première fois de leur mariage, elle n'avait aucune réponse préparée, parce qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle en aurait besoin d'une. Meredith s'est levée lentement du canapé. Son visage était couvert de plaques rouges et humides, mais sa voix était plus stable que celle de n'importe lequel de ses parents. « Laura » a-t-elle dit. « Je ne savais rien pour la fiducie, l'amendement, rien de tout ça. J'ai regardé ma sœur. Ma demi-sœur, l'enfant gâté, celle à qui l'on avait donné tout ce qu'on m'avait refusé. Et j'ai vu sous le collier Tiffany, et le maquillage strié de larmes, une femme de 26 ans, debout dans les décombres de la seule histoire qu'on lui ait jamais racontée sur sa famille. Je te crois quand tu dis que tu ne savais pas pour la fiducie, Meredith. Mais tu savais ce que ça faisait, de regarder ta sœur se faire effacer des photos de famille. Tu savais ce que cela signifiait, quand je m'asseyais à la petite table à chaque Thanksgiving. Tu savais, et tu n'as rien dit. Elle a fermé les yeux, a hoché la tête une fois. Mon père a fait un pas vers moi. Laura, je suis désolé. J'ai laissé les mots se poser. Je ne me suis pas précipité pour le réconforter. Je n'ai pas dit ce n'est pas grave, parce que c'était grave. Ça n'avait pas été normal pendant 23 ans, et prétendre le contraire serait une forme de silence de plus. Je sais que tu le hais, papa. Mais désolé ne suffit plus désormais. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Il a attendu. Je l'ai exposé clairement, simplement, de la façon dont ma mère l'aurait fait. 4 conditions. Premièrement, les 17 millions restent dans ma fiducie. Ce n'est pas négociable. Deuxièmement, le projet d'amendement de Diane est entièrement détruit. Confirmation notariée qu'il a été annulé. Troisièmement, tu prends ton propre avocat. Pas l'avocat de Diane, le tien. Quelqu'un qui t'expliquera ta véritable situation financière, sans que personne ne modifie les chiffres. Quatrièmement, je suis prête à reconstruire une relation avec toi, mais ce sera sur un pied d'égalité, avec des limites claires, et ça ne passera pas par Diane. J'ai fait une pause. Ce ne sont pas des punitions, papa. Ce sont les conditions minimales, pour que je te fasse à nouveau confiance. Richard a regardé les documents de la fiducie sur la table, l'email imprimé, la boîte avec la boussole qu'il n'avait pas encore vue, celle que j'avais laissée derrière moi à la fête. Puis il m'a regardé. D'accord, a-t-il dit doucement. Sans aucune négociation. Diane a attrapé son sac. Ce n'est pas fini, Laura. J'ai croisé son regard. Pour moi, si. Ce qui se passe ensuite, c'est entre toi et tes choix. Elle est partie, ses talons claquant dans mon escalier, la porte d'entrée s'est refermée assez fort pour faire trembler les vitres. Meredith s'est attardée un instant de plus. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais n'arrivait pas à trouver quoi. Finalement, elle a murmuré, « Je suis désolée, Laura », et elle a suivi sa mère dans les escaliers. Mon père est resté. Il s'est rassis dans le fauteuil olive, et a fixé ses mains, et aucun de nous n'a parlé pendant un très long moment. Le radiateur a bourdonné, le brownstone s'est stabilisé. La photo de ma mère nous regardait depuis le mur. Les retombées sont arrivées par vagues au cours des 72 heures suivantes, chacune plus précise que la dernière. Lundi matin, 9 heures. L'appel de Marge est arrivé. Une lettre de la banque envoyée par coursier, au bureau à domicile de Richard. Papier à en-tête en gras, tampon rouge urgent, le genre de document qui vous refroidit les mains, avant même d'avoir fini le premier paragraphe. La fiducie familiale Paxton était en dessous du seuil de garantie requis de 13 millions de dollars. Richard avait 60 jours pour injecter des capitaux supplémentaires, ou liquider des actifs. 2 propriétés commerciales, un complexe de bureaux à White Plains, et un centre commercial à Stanford, devraient être vendus. Richard a engagé son propre avocat le même après-midi. Pas l'avocat de Diane, le sien. Une femme nommée Patricia Holt, issue d'un cabinet de taille moyenne à Manhattan, recommandée par un collègue que Diane n'avait jamais rencontré. Patricia a extrait l'intégralité des dossiers financiers de la fiducie, ce que personne n'avait fait de manière indépendante, depuis plus d'une décennie. Ce qu'elle a trouvé, fut la deuxième détonation. Au cours des 15 dernières années, Diane avait autorisé environ 2,3 millions de dollars de retrait, sur le compte d'exploitation de la fiducie, catégorisé dans les registres comme dépenses familiales.
L'audit de Patricia a révélé qu'ils étaient tout sauf ça. Des achats personnels, des voyages en première classe, des retraites dans des spas, les frais de train de vie de Meredith, un acompte sur une propriété de vacances dans les Berkshires, qui était au seul nom de Diane. Rien de tout cela n'avait été approuvé par l'administrateur enregistré. Rien de tout cela n'avait été divulgué à Richard. Tout cela constituait un manquement à l'obligation fiduciaire, selon les documents régissant la fiducie. Diane a eu le choix, rembourser les 2,3 millions via un plan structuré, ou faire face à une responsabilité civile, et à une potentielle destitution de son rôle de co-administratrice. L'adhésion au country club est restée gelée. Les avenants d'assurance ont expiré. Les cartes de crédit de Meredith sont restées bloquées. Et 2 jours après l'appel de Marge, Meredith Paxton a discrètement désactivé son compte Instagram. Aucune annonce, aucun message d'adieu, juste une seule story qui disait « Je prends un peu de temps hors ligne ». C'était la première chose honnête qu'elle publiait depuis des années. Une semaine après la fête, mon père a appelé. Pas par l'intermédiaire de Diane, ni par une secrétaire, ou un intermédiaire de planification. Il a décroché le téléphone lui-même, a composé mon numéro, et m'a demandé si je voulais prendre un café avec lui. Nous nous sommes retrouvés au bistrot français de l'Upper East Side, celui avec les nappes blanches et les casseroles en cuivre, celui que ma mère avait adoré. Il était déjà assis quand je suis arrivé. Il avait l'air plus vieux, pas de cette manière graduelle dont le vieillissement opère d'habitude, mais de cette manière soudaine, comme si une décennie lui était tombée dessus en 7 jours. Le col de sa chemise était lâche. Ses yeux étaient cernés. Il ne s'était pas bien rasé. Sur la table devant lui, se trouvait la boîte en velours. « Je l'ai ouverte », a-t-il dit. La boussole en laiton reposait dans sa paume. J'avais passé des semaines à la restaurer, à nettoyer la patine, à réparer la charnière, à polir le boîtier jusqu'à ce que les initiales gravées soient à nouveau lisibles. CH. Catherine Aye. Ma mère la lui avait donnée, au cours de leur 2e année de relation amoureuse, quand il lui avait dit qu'il voulait construire des choses, et qu'elle lui avait répondu qu'il devait d'abord savoir dans quelle direction il faisait face. Mon père a retourné la boussole entre ses mains. L'aiguille fonctionnait toujours, tremblante, se stabilisant, pointant vers le nord. Elle était ma boussole, a-t-il dit. Ta mère. Et j'ai laissé quelqu'un d'autre prendre la barre. Il pleurait silencieusement, de la façon dont les hommes de sa génération pleurent. La mâchoire serrée, les yeux qui débordent, aucun son. Je ne l'avais pas vu pleurer, depuis les funérailles, il y a 23 ans. Je n'ai pas dit « ce n'est pas grave », parce que ça ne l'était pas. Pas encore. Peut-être pas avant longtemps. Mais j'ai dit « je suis contente que tu sois là, papa ». C'est un début. Il m'a dit qu'il avait demandé à Diane de quitter temporairement la maison. Pas un divorce, pas encore, mais une séparation. Elle logeait dans un hôtel à Scarsdale. Il avait besoin d'espace, a-t-il dit, pour comprendre ce qui était arrivé à sa vie, pendant qu'il ne faisait pas attention. Nous avons commandé du café. Ensuite, sans l'avoir planifié, nous avons tous les deux commandé le croque-madame, la commande habituelle de ma mère chaque dimanche, à cette même table. Aucun de nous ne l'a mentionné. Nous n'en avions pas besoin. 2 semaines après la fête, Diane est venue à ma porte, seule. Pas de mascara cette fois, pas de robe en soie. Elle portait un manteau en cachemire gris sur une simple robe noire, et son visage était nu. Pas de fond de teint, pas de travail soigné d'anti-cerne, juste la carte brute d'une femme de 58 ans, qui n'avait pas dormi. Le bracelet Love de Cartier avait disparu de son poignet. J'ai appris plus tard qu'elle l'avait vendu, pour commencer à rembourser les 2,3 millions. Elle n'a pas sonné à l'interphone. Elle a dû suivre quelqu'un à travers la porte d'entrée. J'ai ouvert la porte de mon appartement, et je l'ai trouvée debout sur mon palier, les bras le long du corps, ayant l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. « Tu as détruit tout ce que j'avais construit », a-t-elle dit. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas joué. C'était la chose la plus plate, et la plus honnête, que Diane Paxton m'ait jamais dite. Je me suis appuyé contre le cadre de ma porte. « Tu as construit sur la fondation de quelqu'un d'autre, Diane. L'argent de ma mère, le mari de ma mère, et même la fille de ma mère. Tu as essayé de m'effacer, pour pouvoir garder la scène pour toi toute seule. » Elle a tressailli. Pas le tressaillement théâtral, le vrai,
celui qui se produit dans les muscles autour des yeux, avant que le cerveau ne puisse le corriger. Et puis, elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'étais terrifié, Laura. Chaque jour, pendant 23 ans, j'étais terrifié qu'un jour, tu te pointes, et que tu emportes tout. Sa voix a craqué. Et c'est ce que tu as fait. Je l'ai regardé. J'ai compris cette peur. Je l'ai comprise de la façon dont on comprend la pourriture, à l'intérieur d'un mur qu'on vient d'ouvrir. Cela n'excuse pas les dégâts, mais on peut voir où ça a commencé. Je n'ai rien pris de ce qui était à toi, ai-je dit. J'ai pris ce qui était à moi. La différence, c'est que tu n'as jamais compris qu'il y avait une différence. Elle a soutenu mon regard, pendant un long moment. Aucune excuse n'est venue. Je n'en attendais pas. Diane Paxton était beaucoup de choses, mais elle n'était pas une femme qui s'excusait. Pas à moi, ni à quiconque qu'elle avait placé en dessous d'elle, dans l'architecture de sa vie. Elle s'est retournée, et a descendu les escaliers. J'ai écouté ses pas, plus lents que je ne les avais jamais entendus. Pas de claquement de talons de créateur cette fois, juste le bruit sourd de chaussures plates sur le vieux bois. J'ai refermé la porte, j'ai posé mon front contre elle, et j'ai respiré. 3 mois plus tard, je me tenais à nouveau sur une scène, mais cette fois, personne n'a demandé à la sécurité de m'expulser. Le National Trust for Historic Preservation organisait son gala annuel à Washington, D.C., un événement de gala dans une salle de bal de style Beaux-Arts restaurée, avec des ferronneries, des plafonds voûtés, et le genre d'artisanat, qui vous fait croire qu'il fut un temps où les gens construisaient les choses pour durer. J'y étais en tant qu'invité d'honneur, invité pour présenter le projet inaugural de la Fondation Catherine Aye, une organisation à but non lucratif que j'avais créée, en utilisant une partie des fonds de la fiducie, pour restaurer des bâtiments historiques en péril. Dans des communautés défavorisées. Mon premier projet, un centre communautaire dans un quartier autrefois soumis à la discrimination au logement à Baltimore, construit en 1912, abandonné en 1987, condamné en 2014. Nous étions en train de le ramener à la vie. Les murs porteurs, le carrelage d'origine, tout le squelette sauvé. Je portais une robe vert émeraude ce soir-là, simple, bien coupée. Les boucles d'oreilles en perles Mikimoto de ma mère. Derrière moi sur l'écran, en lettres d'1,80 m, la Fondation Catherine Aye. Préserver ce qui compte. Mon père était dans le public, au premier rang. Il avait fait la route depuis Westchester, seul. Pas de Diane à ses côtés, pas d'entourage, juste Richard Paxton en costume bleu marine, assis bien droit, regardant sa fille prendre la parole. J'ai parlé de bâtiments, de ceux devant lesquels tout le monde passe sans les voir, de ceux qui sont condamnés parce qu'il est plus facile de démolir quelque chose, que de faire le travail dur, lent et peu glamour, de découvrir ce qui est encore bon en dessous. J'ai parlé de ma mère, une architecte dont j'ignorais qu'elle était architecte, qui avait construit des choses qui ont tenu pendant des décennies, parce qu'elle avait compris que toute belle chose commence par une structure. Quand j'ai terminé, la salle s'est levée. Mon père s'est levé en premier. Après, il m'a trouvé près du vestiaire. Il tenait quelque chose, un paquet rectangulaire et plat, enveloppé dans du papier craft. Je l'ai ouvert, et je me suis figé. C'était le dessin architectural que je lui avais offert à la fête de retraite. Le plan d'origine de son premier bâtiment, celui que j'avais restauré à partir des archives du comté. Il l'avait fait encadrer dans du noyer sombre, avec un verre de qualité musée, un passe-partout de qualité archivistique, le traitement complet. Il est sur mon mur depuis le jour où tu me l'as donné, a-t-il dit. Je n'en ai juste jamais parlé à Diane. J'ai tenu le cadre contre ma poitrine, et j'ai regardé mon père, cet homme imparfait, effrayé, qui essayait. Et je n'ai pas dit ce n'est pas grave. J'ai dit, merci, papa. Ça compte plus que tu ne le sais. Nous sommes sortis ensemble, dans la fraîcheur de la nuit de décès. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite par la poste. Pas d'adresse d'expédition sur le devant, mais j'ai reconnu le papier à lettres. Meredith. 3 pages recto verso, d'une écriture soignée. Des excuses. Pas du genre performatif. Pas le genre qui justifie ses propres actions, mais le genre brut, trébuchant, et honnête, qu'une femme de 26 ans écrit, quand elle voit sa vie clairement pour la première fois. Je n'y ai pas encore répondu, mais la lettre repose sur mon bureau, à côté de la lettre de ma mère, à côté de la boîte de la boussole. Certaines choses prennent du temps.
Certains bâtiments ne peuvent pas être restaurés en une seule saison, mais la fondation, la vraie, celle qui se trouve en dessous de tout, est saine. Voilà donc mon histoire. Je n'ai pas gagné parce que j'ai crié plus fort. Je n'ai pas gagné parce que j'avais plus d'argent, ou plus de pouvoir, ou plus de cruauté que les gens qui ont essayé de m'effacer. J'ai gagné parce qu'il y a 23 ans, alors qu'elle était mourante, ma mère s'est assise avec un avocat et un stylo, et une pile de papier légal, et a construit quelque chose qui tiendrait. Elle ne l'a pas fait avec du drame. Elle ne l'a pas fait avec de la colère. Elle l'a fait avec une structure. De la même manière qu'elle construisait tout le reste. Je pensais autrefois que la force signifiait endurer. Se présenter à chaque dîner, s'asseoir à la petite table, conduire pour rentrer chez soi en silence, avaler tout ce qui était servi, et appeler cela la famille. Je pensais que si j'étais assez patiente, assez silencieuse, assez bonne, quelqu'un finirait par me voir. Personne n'allait me voir. Non pas parce que j'étais invisible, mais parce que les gens autour de moi avaient décidé que mon invisibilité était pratique. Et la seule personne qui pouvait changer cela était celle qui se tenait dans le miroir. Si vous écoutez ceci, et que vous reconnaissez quelque chose, les chuchotements, l'exclusion, la façon dont votre nom est mal appelé exprès, la façon dont vos accomplissements sont accueillis par le silence, tandis que ceux de quelqu'un d'autre reçoivent une standing ovation. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas faux. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas celui qui est difficile. Et vous n'avez pas à vous immoler par le feu, juste pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Ma mère m'a laissé une lettre. Elle disait, trouve-le. Et ce que j'ai trouvé, ce n'était pas juste un avocat, ou un document de fiducie, ou 17 millions de dollars. J'ai trouvé la chose qu'elle avait vraiment protégée depuis le début. Mon droit à occuper de l'espace. Merci, maman, pour la lettre, pour Monsieur Aldridge, pour les perles, et pour m'avoir appris que certains bâtiments valent la peine d'être sauvés, y compris celui dans lequel j'habite. Avant de partir, si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, ou quelqu'un avec qui vous avez besoin de fixer une limite, partagez-la avec eux. Pas comme une arme, mais comme un miroir. Et si vous avez déjà eu à choisir, entre garder la paix, et garder votre dignité, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi lequel vous avez choisi. Je les lis absolument tous. Il y a plus d'histoires comme la mienne dans la description ci-dessous. Si vous êtes encore là, si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes exactement le genre de personne qui a besoin de les entendre.